Rencontre entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila en RD Congo. Ils ont échangé sur la mise en place d'une coalition en vue de la formation du prochain gouvernement. Formation des hommes de médias au Togo, elle porte sur la gestion des crises, risques et conflits. Puis opération de sauvetage de mineurs clandestins au Zimbabwe. Ils étaient pris au piège dans une mine d'or inondée par des orages. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à chacun et à tous sur Sika TV. Je l'annonçais en titre, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a conféré ce dimanche avec son prédécesseur Joseph Kabila. Les deux hommes ont échangé sur la mise en place d'une coalition en vue de la formation du prochain gouvernement congolais. Voici les détails. Premier tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Le dernier s'est rendu auprès de son successeur en sa qualité de chef de la majorité à l'Assemblée nationale. L'actuel président congolais et son prédécesseur se sont entretenus sur la mise en place d'une coalition en vue de la formation du gouvernement de la République démocratique du Congo après le scrutin du 30 décembre dernier. Cet échange entre les deux hommes va ouvrir la voie à la désignation d'un informateur ou d'un premier ministre chargé de former le gouvernement de coalition pour une gestion commune du pays. Samedi, les partisans de Joseph Kabila avaient proposé au nouveau chef de l'État un partenariat responsable pour la gestion du pays. Les pro-Kabila qui ont obtenu 337 des 485 sièges aux législatives du 30 décembre dernier, selon les résultats provisoires, devront composer et diriger le futur gouvernement. L'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti du président Félix Tshisekedi, investi le 24 janvier dernier, ne compte que 32 députés nationaux dans la future Assemblée nationale. Notons que le président n'a pas désigné de Premier ministre en vue de la formation du prochain gouvernement jusqu'à présent. La République démocratique du Congo a connu sa première passation pacifique du pouvoir depuis son indépendance le 30 juillet 1960, avec la proclamation de Félix Tshisekedi comme vainqueur de la présidentielle, succédant à Joseph Kabila après 18 années de pouvoir. En restant en République démocratique du Congo, le parti du nouveau président Félix Tshisekedi a mis en garde la Belgique où vivent des poids lourds de l'opposition contre toute tentative de déstabilisation visant le nouveau chef de l'État. Reportage. Le président par intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, Jean-Marc Kabonde, a, au nom de son parti, mis en garde la Belgique contre toute déstabilisation dans un discours marquant le 37e anniversaire de cette formation, l'UDPS, elle-même issue de l'opposition. C'est en Belgique que vivent l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba et l'ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi, des poids lourds de l'opposition. Ils avaient soutenu à l'élection présidentielle l'autre candidat de l'opposition Martin Fayoulou qui conteste l'élection de Félix Tshisekedi et revendique la victoire. Ce qui est la Belgique est comme il repère, il y a Batounia sur Balingi va déstabiliser le temps de la colonisation est déjà fini. Si aujourd'hui la Belgique devient le repère de tous ceux qui veulent déstabiliser le pays, de tous ceux qui sont portés par la rébellion, par des soulèvements dans le pays, nous les mettons en garde. Tozali koyebisa eboye. Kasi ya kondima. Nous n'allons pas accepter des injonctions, ni des intimidations, ni la prédation de nos richesses naturelles. Nous n'accepterons plus jamais cela. Parce que nous avons maintenant la magistrature suprême. Cela prouve que vraiment la lutte que nous avons menée durant 37 ans a des fruits. Les fruits, nous avons le pouvoir, nous avons la magistrature suprême. Jean-Marc Kabonde est également revenu sur les obsèques, toujours différées, du père de Félix Tshisekedi et fondateur de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, où sa dépouille se trouve toujours. Depuis son investiture le 24 janvier dernier, le président Félix Tshisekedi a développé un discours sur l'instauration d'un état de droit et la réconciliation nationale.
Guillaume Soro est un fils. Quelquefois, certains fils sont un peu rebelles. Il faut leur donner le temps de s'assagir. Ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt le président ivoirien Alassane Ouattara. Ce dernier s'exprimait en ces termes en marge d'une rencontre à l'Élysée en France avec le président Emmanuel Macron. On l'écoute. Guillaume Soro est un fils, je vous l'ai dit. Quelquefois, certains fils sont un peu rebelles. Il faut leur donner le temps de s'assagir. Je peux vous dire sincèrement, nous n'avons pas parlé de Laurent Gbagbo. À titre personnel, Laurent Gbagbo est un frère, il est ancien président. Et nous attendons la suite. Il n'y a pas de commentaire particulier à faire. Ce journal se poursuit, journaliste sensible aux crises, risques et conflits, journaliste de la paix. C'est sur ce thème que des professionnels des médias togolais ont été formés pendant 2 jours à Lomé, la capitale. C'est une initiative de l'Institut international de gestion des conflits. Le responsable de cet institut invite les journalistes à comprendre la différence entre les différents thèmes, à savoir crise, risques et conflits, dans l'exercice de leur profession. On l'écoute. Nous allons aborder, dans un premier temps, la compréhension des conflits. Nous allons faire la distinction entre crise, risque et conflit, parce que ce ne sont pas les mêmes choses. On ne gère pas une crise de la même manière qu'on gère un risque, de la même manière qu'on gère un conflit. Donc il est important, nous disons souvent, pour se coucher, il faut d'abord s'asseoir, de comprendre de quoi nous parlons. Quand on fait ces différenciations, après nous allons outiller les journalistes avec certaines méthodes éprouvées. Nous avons une méthode que nous appelons la méthode SORA, notamment, ou le Pentagone, ou le plan OSE. Donc, c'est des outils rodés sur lesquels on va revenir avec les journalistes pour leur donner des outils d'analyse de conflits, de compréhension de conflits, de mode opératoire. Et en troisième partie, nous allons travailler sur les différents aspects du journaliste sensible au conflit. Les questions éthiques, les questions de fiabilité, les questions de responsabilité, les questions de gestion des sources et aussi la question des relations avec les différentes parties prenantes. Comment le journaliste se positionne dans un pays où il y a une tension, où il y a une crise. Est-ce que le journaliste est un acteur politique ? Ou est-ce que le journaliste est un activiste? Est-ce que le journaliste est un perroquet d'un parti donné? Donc la neutralité journalistique, la centralité de l'information, le fait que l'information sera donc utile et exacte seront des éléments que nous allons aborder. Après cette formation, comme je le disais, quand on vient en formation, on sort en étant plus riche qu'on ne l'était en venant. Nous attendons qu'à l'issue de ces 2 jours de formation, que les différents journalistes qui sont déjà impliqués dans cette logique amplifient leur fonctionnement en tant que journalistes éthiques, fiables et responsables. Ceux qui ne sont pas encore dedans puissent prendre le chemin. Et notre idée, c'est de faire en sorte que le journaliste soit un acteur utile dans tous les pays, dans son travail journalistique, rien que dans ce travail-là, et aider à l'apaisement des tensions dans les pays. Direction le Zimbabwe où des sauveteurs ont ramené à la surface 8 mineurs clandestins pris au piège au fond de 2 puits d'une mine d'or du centre du pays. Ces puits ont été inondés à la suite de plusieurs orages. Voici les images. 8 mineurs ont été secourus de la mine de Kadoma où des dizaines de personnes sont présumées mortes, a indiqué le Zimbabwe Broadcasting Corporation, qui ajoute qu'ils ont été hospitalisés dans un état stable. Les mineurs ont été pris au piège au fond de 2 puits d'une mine d'or du centre du Zimbabwe. Situé à Kadoma, au sud-ouest de la capitale Harare, les puits ont été envahis par les eaux à la suite de la rupture d'un barrage provoqué par de violents orages, emprisonnant ainsi de 60 à 70 mineurs clandestins selon les autorités. Jusqu'à présent, 24 corps ont été exhumés. Et sur les 24, 23 ont été identifiés. Le fait que nous soyons dans la saison des pluies, que nos mineurs travaillent avec des méthodes d'exploitation rudimentaires et leurs machines, s'il y en a, n'étaient même pas sur les lieux au moment de l'accident. Nous demandons au gouvernement d'allouer à nos soi-disant mineurs clandestins de vraies terres minières. Le sauvetage est difficile. Nous avons essayé de mettre les corps dans des sacs mortuaires parce que ce sont nos proches ainsi que nos collègues de travail. Le ministère des Affaires locales a fait appel à la générosité du public pour financer le pompage de l'eau, nourrir les équipes sur le terrain et les familles en deuil, le transport et les obsèques des victimes,
Des opérations d'un coût qu'il a estimé à l'équivalent de 177 000 €. Ce journal se poursuit en Afrique du Sud. Les scientifiques ont décrit une nouvelle espèce de mygale. Elle a été découverte en Angola. Voici les précisions. Des chercheurs sud-africains ont récemment découvert dans le sud sauvage de l'Angola un spécimen d'araignée jusque-là inconnu de notre planète qui présente la particularité d'arborer une grande corne au-dessus de la tête. Ici, en Afrique du Sud ou en Afrique australe, on les appelle des mygales, pas des tarentules. Il y a d'autres espèces qui ont des cornes sur leur carapace, mais c'est une structure musculaire avec un rôle très différent. Là, cette corne semble être pleine de tissu gras. Ça pourrait être quelque chose qui a la même fonction que les bosses des chameaux, mais à ce stade, on n'en a aucune idée. Ça n'a aucun sens d'avoir une aussi grosse corne. Ce nouveau type de mygale a été découvert au cours d'une campagne scientifique de recensement de la biodiversité menée en 2015-2016 dans la région de l'Okavango, à cheval entre l'Angola, la Namibie et le Botswana. Au cours de son exploration, John Midley, du Muséum d'histoire naturelle de Pietermaritzburg, à l'est du pays, est tombé par hasard sur un, puis plusieurs exemplaires d'une araignée aux caractéristiques inédites. Il m'a envoyé une photo de l'araignée par WhatsApp. Il était dans un coin très reculé de l'Angola, mais ils ont réussi à mettre en place une connexion Internet par satellite. J'ai reçu la photo sur mon téléphone et je n'y croyais pas. J'ai répondu à John en disant « Quelqu'un est en train de se moquer de toi. C'est du Photoshop. » Il a répondu en disant « Je viens juste d'attraper ce truc. » Présentée par la revue African Invertebrates, la nouvelle espèce de la famille des araignées babouins a été baptisée Ceratogyrus, une famille d'araignées atonitifères, du latin atonite qui signifie étonnement ou fascination. Puis au Venezuela, l'opposant Juan Guaido appelle à des manifestations dans tout le pays le 23 février prochain pour soutenir les volontaires qui prévoient de se rendre à la frontière avec la Colombie, et ce pour faire entrer l'aide humanitaire américaine. Reconnu par une cinquantaine de pays comme président par intérim du Venezuela, le président du Parlement, l'opposant Juan Guaido, s'est fixé ce dimanche comme objectif de parvenir à 1 million de volontaires pour aider à acheminer l'aide humanitaire stockée dans des pays frontaliers. Juan Guaido, qui promet que l'aide humanitaire entrera le 23 février prochain, quoi qu'il arrive, a appelé à de nouvelles manifestations pour ce jour-là afin de soutenir ses volontaires. Tout un pays va se déverser dans les rues pour montrer non seulement que nous sommes majoritaires, parce que c'est déjà évident pour le monde entier, mais aussi pour dire à tous que nous allons rester dans la rue jusqu'à obtenir la fin de l'usurpation, un gouvernement de transition et des élections libres. Le président Nicolas Maduro a demandé vendredi à son armée de préparer un plan spécial de déploiement à la frontière colombienne longue de 2200 km. Il souhaite évaluer quelles nouvelles forces sont nécessaires pour que cette frontière soit inviolable, imbattable et inexpugnable. Mais l'opposant Juan Guaido a lui réitéré son appel aux militaires pour qu'ils laissent passer l'aide humanitaire. À nouveau, ce message aux forces armées vénézuéliennes. 7 jours avant que l'aide humanitaire arrive, 1 semaine pour qu'elles fassent ce qui est juste. Ce lundi, il est prévu l'ouverture du point de stockage de Roraima, où le gouvernement brésilien a prévu 13 centres d'hébergement pour immigrés vénézuéliens. Mardi, un avion arrivera à Curaçao en provenance de Miami. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à demain.